Les Jeux paralympiques, événements souvent éclipsés par les Jeux olympiques, rassemblent de nombreux athlètes aux différents handicaps des 4 coins du monde. Ces Jeux nous invitent à apprécier le sport de haute compétition à travers un angle nouveau, tout en misant sur les points forts d'un événement sportif dit classique. Aurélie Rivard, nageuse canadienne paralympique, fait briller son pays depuis plusieurs années grâce à ses nombreuses prouesses athlétiques. Son handicap physique, bien que mineur, aura eu un impact signifiant dans sa vie personnelle et professionnelle. Alors qu'enfant, elle se battait constamment contre ce qu'elle projetait, elle arbore aujourd'hui avec fierté les couleurs de sa différence. Elle ménage physique et mentale grâce à sa patience jumelée à sa force de caractère et nous pousse à redéfinir la culture du sport telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je suis Constance Carpanèse et vous écoutez Point d'écoute, le podcast du Bota Bota Spa sur l'eau. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Pour ce tout nouvel épisode de Point d'écoute. Aurélie, on va commencer dans des sujets plus larges avant d'entrer dans le vif du sujet, dans la viande du sujet. Tu es athlète paralympique canadienne et tu as une histoire assez extraordinaire. Et je pense que nos auditeurs seraient très heureux d'en apprendre un peu plus sur toi, surtout que tu es nageuse. Donc, comme on le sait, l'élément de l'eau au Bota Bota est un élément très important. Donc, on trouvait ça assez intéressant d'en savoir plus sur ton histoire. Donc, on va commencer avec une question très large. D'où viens-tu? Quel est ton historique? Quelle est ton histoire? En résumé tout ça, je suis née à Montréal, j'ai 25 ans et j'ai grandi en fait sur la rive sud de Montréal avec une sœur jumelle aussi qui elle n'a pas d'handicap. Ça c'est une question que j'ai très souvent. Puis en fait on s'est habitué à l'eau, comme on disait. On a commencé à faire la natation, on avait même pas 1 an là, avec les parents dans l'eau et tout. Et à ma grande surprise, ça n'a jamais arrêté. Donc c'est ça. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, je suis encore dans la piscine. Je suis encore là où j'ai commencé ma vie à la limite. Là. C'est encore ma passion. Puis mon métier, donc je suis quand même assez heureuse de ça. Est-ce que ta sœur est athlète aussi? Pas athlète, sportive. On a vraiment grandi dans le sport, ma soeur et moi. Elle a nagé jusqu'à universitaire. Puis elle, par exemple, elle s'est concentrée beaucoup plus sur la carrière, le métier normal. Pas la natation. Donc, on a pris plus des chemins séparés, cégep université. Là. OK, d'accord. En 2020, tu représentais le Canada pour la 3e fois aux Jeux paralympiques de Tokyo. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce qu'ils étaient différents des 2 autres que tu avais fait? Avec ou sans la pandémie, parce que ça a tout changé littéralement de A à Z. Je suis pas sûre que les gens réalisent, parce que même la préparation, mettons l'année et demie avant, qui est cruciale dans un cycle olympique, était complètement différente. J'avais aucun point de repère. Puis mon expérience de 10-11 ans ne m'a pas servi vraiment. Donc à chaque jour, c'est quand même un nouveau défi, une nouvelle affaire. Donc les Jeux ont été très différents dans ce sens-là. Je suis pas arrivée avec la même tête. Mais si on met la pandémie à part, c'était la première fois que je me présentais à des Jeux où j'avais pas quelque chose à gagner, j'avais quelque chose à défendre. Londres, ça a été de la magie du début à la fin. J'avais 16 ans, tout était grandiose, tout était plus grand que nature. Je regardais autour de moi constamment, je pouvais pas croire que j'étais là. Rio, ça a été beaucoup plus dans j'ai tout approuvé à moi-même, aux autres, à mon pays, à ma fédération, et je veux gagner, et j'ai des objectifs, et je dois les réaliser. Et tu sais, j'avais une quête vraiment, et puis c'est là où est-ce que comme le point final était. Tandis que Tokyo, là, ben, j'étais déjà au sommet, et là, c'est bon, mais comment je fais pour rester, tu sais? Fait que c'était vraiment une préparation qui était différente des 2 autres, en plus de la pandémie. Et donc, pour nos auditeurs, les Jeux paralympiques de Tokyo, comment est-ce qu'ils se sont terminés pour toi? Ben, c'est sûr que le résultat est quand même bien. Là, j'ai remporté 2 médailles d'or, 1 d'argent, 2 de bronze, avec 2 records du monde pour les médailles d'or. Donc, c'est sûr que de l'externe, ça a l'air vraiment super, là. Mais c'est ça, tu sais, moi, je m'en allais défendre des titres. Donc, pour moi, c'est
je vais pas dire normal, là, mais c'est ce à quoi je m'attendais. Même, idéalement, j'en aurais eu 3 médailles d'or, mais bon, c'est une autre histoire. Mais c'est ça. J'imagine que les gens avec qui t'es partie au jeu, ils ont eu un peu la même expérience que toi en termes de niveau de la pandémie, là, le ressenti de ce que c'était. Est-ce que tu as l'impression que ce groupe-là de gens avec qui t'es partie, vous avez quelque chose comme une relation différente? Ben, premièrement, pour la première fois, peut-être, tous les sports, tous les athlètes étaient dans le même bateau. Donc, tu sais, on s'unissait un peu là-dedans. On était les seuls à se comprendre. De l'extérieur, tu sais, on l'a pas eu facile. C'était peut-être plus difficile à comprendre pour des gens qui sont pas dans le milieu, là, mais se préparer toute une vie pour 30 secondes. Puis, à chaque jour, t'es pas sûr si ça va arriver. Mon Dieu, que c'était l'enfer. Donc, c'est sûr que oui, tout le monde a eu... Puis même après, j'ai discuté avec beaucoup d'athlètes olympiques, paralympiques, puis on a comme tout le même bilan de ça, tout le même... On a tous passé par la même gamme d'émotions. Ça s'est peut-être manifesté de différentes façons. Mais ouais, je trouve que ça l'a quand même uni. Tu sais, là, on était les athlètes, on n'était pas les nageurs paralympiques. Tu sais, on était vraiment un peu toute une gang là-dedans. OK. Puis c'est drôle parce que hier, j'écoutais une radio dans la voiture que j'écoute jamais et il me parlait de... hockey, genre, que je n'écoute jamais non plus. Puis il parlait de justement la pandémie et le hockey. Et une des choses qui était très marquante pour le sport en pandémie, c'est qu'il n'y avait pas de spectateurs. Et que c'était très... Bon, eux, ils en parlaient plus pour des questions financières. Ils disaient c'est dommage parce que du coup, les finances viennent des spectateurs. Complètement. Et j'imagine qu'aux Jeux paralympiques aussi, il n'y avait pas de spectateurs ou très peu. Oui, exact. Ben... Ça, c'est drôle parce que les gens sont comme... Même moi, la première, quand on nous a annoncé ça, c'était comme une chose de plus à la pile parce qu'on a eu des mauvaises nouvelles toute l'année. Donc, pour moi, c'était pas la fin du monde. Tu sais, je me suis... Depuis mars 2020, on s'est entraîné seul. On n'a pas eu de compétition. Les compétitions qu'on avait, on était complètement seuls dans la piscine, donc avec personne parce qu'on n'avait pas le droit, donc c'est même pas une compétition. Et donc, on a dû aller trouver cette genre d'adrénaline à l'intérieur de soi toute l'année. Donc, moi, je me disais, j'en ai fait des compétitions qui n'avaient pas un chat. Tu sais, quand je me suis préparée au pire toute l'année, c'est pas grave. La chose que j'avais complètement sous-estimée, c'est que c'est pas... Le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs, c'est pas que... mon Dieu, personne ne va m'applaudir. C'est pas vraiment ça. C'était... Les Jeux paralympiques, les Jeux olympiques, c'est tellement intense pour les athlètes. Tu sais, c'est le fun, mais c'est à la base d'une compétition qui est comme ultime. Les spectateurs, c'est ce qui amène l'esprit des Jeux dont on parle constamment. Le fun, la légèreté, la festivité. Tu sais, et quand t'enlèves ça, je veux pas, la piscine olympique, ben c'est un centre belle. Tu sais, c'est énorme. Quand c'est silencieux, c'est extrêmement silencieux. Et là, tout ce qui restait, t'as comme enlevé tout le positif. Et tout ce qui restait, c'était une trentaine de personnes, des coachs ou d'autres athlètes qui te scrutent de d'autres pays, qui espèrent que tu fasses une erreur, qui te regardent, qui veulent savoir qu'est-ce que tu vas faire. Alors, tout ce qui restait, finalement, c'est la pression qui était tellement intense. Tu sais, je disais souvent, je pouvais quasiment être touchée. Et c'est ce qui m'a frappé le plus. J'étais à la piscine, j'étais la deuxième Canadienne à commencer les Jeux. Donc, j'ai pas eu de feedback, vraiment. C'est moi qui ai eu l'expérience en premier et ça m'a complètement mis à l'envers. Donc, une des raisons pour lesquelles j'ai perdu mon titre, là, ma première course a été un désastre là, qui est inexplicable, mais ça m'a tellement déstabilisée. Ouais, ça a dû. Il y a, en plus d'un énorme manque de rodage, là, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas compétitionné. Donc, tout ça mélangé, j'ai frappé un mur et donc après ça, on a pu s'adapter, mais c'est vraiment ça qui était le plus lourd. C'était juste d'enlever la magie, tu sais. On a gardé que la pression. Ouais. Est-ce que tes parents étaient avec toi? Non, ils n'avaient pas le droit. Oh, wow. Mes parents se levaient à 4h30 du matin pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait, là. Ouais. Mais je pense que, justement, c'était plus difficile pour eux. Eux qui m'ont suivi dans les 2 Jeux précédents, qui essaient de me suivre le plus possible dans les compétitions internationales, quand ils peuvent. Mais... Puis là, eux, de vivre ça de l'extérieur, sont plus stressés que moi. Ils n'ont aucun contrôle. Ils savent pas comment je vais. Ils savent rien. Puis ils veulent savoir. Je pense que c'était pire pour eux, là. Ouais. Est-ce que quand on est athlète et qu'on participe aux Jeux paralympiques, hors temps de pandémie, est-ce que vous avez le temps de... J'imagine que non, là, mais comme de visiter la ville dans laquelle vous êtes. C'est ça, OK. Donc ça change pas grand-chose. Pandémie pour pandémie, on n'a pas le droit... Ben, tu sais, dans le fond, c'est à...
propre à chaque fédération, mais toutes les fédérations appliquent les mêmes règles. Ouais. Nous, dans le fond, on n'a pas le droit de sortir du village tant que la dernière personne de l'équipe n'a pas terminé de compétitionner, c'est-à-dire la dernière journée à la dernière seconde. Donc, Rio, moi, j'ai rien vu de Rio. Okay. Tokyo, j'ai été quand même chanceuse parce que j'ai été 2 fois avant, dont Natation Canada a fait vraiment un bon coup là-dessus. Ils nous ont amenés en janvier 2020, à Tokyo pour qu'on puisse visiter, justement. Wow. Pour que quand on arrive au jeu, on n'avait pas ça en tête. C'est j'aimerais ça voir. Là, on l'avait vu, puis j'avais déjà compétitionné là-bas auparavant, donc au moins, c'est ça. Ouais. C'était pas super, mais sinon, on était vraiment en prison dans un village. Là. Ouais, j'imagine. Ouais. Puis surtout en temps de pandémie, ça doit pas être super excitant. Non. Ça me brise le cœur de savoir ça. Mais moi, j'avais beaucoup de... pas de peine, là, mais j'avais une pensée spéciale pour les athlètes dont c'était les derniers jeux ou les premiers. Tu sais, moi, c'est 3. C'est un chiffre moyen, tu sais, c'était pas... J'avais rien à prouver. Nécessairement, je l'avais déjà fait. C'était pas mes premiers jeux, donc ça n'a pas parti de même. Et ça n'a pas terminé comme ça. Une des raisons pour laquelle je veux pas prendre ma retraite, c'est que je veux pas terminer ma carrière avec ces souvenirs-là. C'est pas ça les jeux, c'est pas ça l'expérience. C'est pas ça la carrière d'une athlète. J'ai oublié complètement c'était quoi vraiment. Donc oui, c'est sûr, moi, ça... Les athlètes qui ont pris leur retraite après ça, oh mon Dieu, ça a dû être pénible, surtout avec le retard. Ouais. Une petite pensée pour eux. Ouais. Des 3 jeux auxquels tu as participé, est-ce qu'il y en a un qui te tient le plus à cœur? Ben, tu sais, ils sont tous spéciaux pour toutes des raisons différentes. Tu sais, Londres, c'est tellement beau et grand, j'ai que du positif. Mais ça n'avait rien à voir avec Rio, où là, j'étais vraiment dans la performance. Mm-hmm. Ça a rendu les jeux beaucoup plus stressants, mais encore plus jouissants. Encore plus. C'est là où je me suis accomplie, c'est là où je me suis prouvée à moi-même. Toutes les choses que je pensais que j'allais pas être capable de faire, même aux autres. Même ma vie a changé après Rio, tu sais. Fait que c'est ça, je vais dire Rio pour ça, parce que c'est ce qui a eu le plus grand impact, mais mes souvenirs dans Londres sont tellement précieux. J'ai tellement eu du fun. C'est là où j'ai découvert le monde olympique, paralympique. C'est là où j'ai fait mes premiers amis dans le monde. Tu sais, c'est tellement juste du beau, OK? Puis Tokyo, l'expérience était très moyenne, mais j'ai tellement appris d'autres choses. Par exemple, j'ai tellement vu un côté de moi ou des défis que je pensais jamais avoir ou que j'avais pas eu avant, qui a laissé aussi du positif. Donc c'est 3 jeux qui ont été extrêmement différents, vraiment. Mais que, ouais, je veux dire Rio. Bon, Rio. Ouais. Ça fait rêver aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer l'importance de l'existence des Jeux paralympiques? Pourquoi est-ce qu'ils sont nécessaires? Ben, toute ma vie, j'ai pensé qu'il n'y avait pas vraiment de 2e degré aux Jeux paralympiques parce que j'étais comme... bon, ceux qui regardent voient que je manque une main, là, c'est ça mon handicap. Mais moi, j'ai toujours pensé que je suis une fille compétitive qui veut nager, gagner, point. Puis les jeux qui sont appropriés pour moi, mais c'est là. C'est tout, là. Et la majorité des athlètes, c'est comme ça qu'ils pensent aussi. Mais plus je vieillis, surtout aussi Tokyo, je l'ai vu beaucoup plus. Peut-être avec les réseaux sociaux, on est beaucoup plus accessible, mais j'ai tellement reçu de témoignages de parents, de mères, de pères, qui ont des enfants avec mon handicap ou un handicap plutôt mineur. Et des parents qui sont inquiets, comme mes parents l'étaient, ou mon père, surtout quand je suis née, là, qui se sont dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va se faire intimider? Est-ce qu'elle va avoir sa place? Est-ce que... Qui se posent toutes les questions et qui m'ont dit, mais en voyant les Jeux paralympiques, en te voyant toi performer, être juste... vivre sa vie de, tu sais, comme juste moi qui vis de ma passion, qui compétitionne, qui gagne, qui est heureuse, qui accomplit, ben ça me donne l'espoir pour mon fils, pour ma fille, ça me rassure. Et je trouve que c'est aussi ça, parce que les Jeux paralympiques, ça ouvre la porte à, ben il n'y a pas juste une voie pour le succès dans la vie. Moi, à 10 ans, si j'avais dit à mon père, joueur de hockey, que je voulais devenir athlète professionnel, il y aurait ri jaune. Et moi aussi, d'ailleurs, tu es une fille, tu as un handicap, tu rêves un petit peu en couleur, mais 15 ans plus tard, c'est ça que je suis. Fait que, puis j'ai pas emprunté le chemin A à B, là, comme tous les autres enfants ou qui veulent devenir athlètes empruntent. Mon Dieu, j'ai passé par d'autres places, j'ai rencontré d'autres gens, tu sais, et je me suis rendue là quand même. Donc, je trouve que c'est ça que ça donne aussi, les Jeux paralympiques, c'est
ça se peut que tu aies quelque chose qui semble inaccessible, mais ça se peut qu'il y ait aussi un autre chemin pour s'y rendre ou un plan B qui est tout aussi satisfaisant. Ouais. Tu sais, je trouve que c'est ça que ça représente aussi les Jeux paralympiques. Il est vraiment nécessaire, en fait, pour l'égalité des chances, finalement. Ben oui, puis... Mais tu sais, c'est ça, je pourrais pas compétitionner aux Jeux olympiques, c'est plate. Puis j'ai appris cette année qu'il y a 15% de la population qui est handicapée au monde entier, ce qui est énorme. Alors, pourquoi on serait privé de ça? Tu sais, je veux dire, l'handicap ne définit pas la personne. Ouais. Fait que si, tu sais, il y en a plein, là, une gang d'athlètes qui réalisent pas, sont comme, mais moi, je voulais être un athlète d'athlétique, je suis aux Paralympiques. Ouais. Je veux compétitionner, ils sont plus ou autant compétitifs qu'un Olympien, puis ils sont prêts à tout. Ouais. C'est pour ça que c'est paralympique, c'est parallèle aux Jeux olympiques. Mais par exemple, c'est ça, je trouve ça là, tu sais, les gens qui regardent voient ce qu'ils veulent voir, mais c'est vrai que ça donne l'espoir, ça ouvre des portes, tu sais, finalement aux autres, tu sais, hey, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, tu sais. Ben oui, j'aime ça. Est-ce que, justement, il y aurait quelque chose à démystifier au sujet des Jeux paralympiques? Est-ce qu'il y a des choses que les gens ne savent pas qui seraient nécessaires qu'ils sachent? Je sais pas s'il y a des choses que les gens savent pas, sûrement, mais énormément de préjugés, c'est sûr. Tu sais, premièrement, on est des athlètes, on se fait beaucoup comparer, puis des fois par inadvertance, des fois par exprès, avec les Olympiques spéciaux, qui sont pour les... en fait, la plus grande différence, c'est pas tant l'handicap, parce que c'est pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, mais c'est que c'est participatif. C'est ça qui est insultant, c'est qu'eux, c'est participatif, tout le monde est un gagnant. Paralympique, ça n'a aucun rapport. Là. Il y en a des scandales de dopage, là, de la tricherie, c'est un rêve, c'est une passion, c'est un job, c'est à la limite, il y en a qui vivent pour ça là-dedans. Donc, puis c'est ça, tu sais, moi, je m'entraîne autant qu'un athlète olympique. Il y en a qui savent pas, là, ils pensent que je fais pas grand-chose, puis je me rends là quand même. J'ai entendu des gens, j'ai lu des commentaires que pour être athlète olympique, il fallait juste se lever de son divan. Tu sais, c'est tellement faux. Ouais. C'est fou comment... Il y a une gang de nageurs qui s'entraînent comme des malades qui ne sont pas sur l'équipe nationale parce qu'ils sont pas assez bons. Tu sais, fait que ça, c'est faux, là. Ouais. Tu sais, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur aussi. Puis ouais, c'est exactement... je trouve que c'est sûr qu'il y a beaucoup de préjugés, mais si j'amenais une gang voir ma course, les courses des gars, je pense qu'on changerait complètement la vie, là. Les gars dans les Paralympiques, c'est des hommes de 6 pieds 5 qui est bâtis comme les Olympiens, exactement la même affaire. Tu sais, en tout cas, fait que c'est ça. Mais ouais, je trouve que tout le monde aurait avantage à regarder peut-être une course ou un sport X. Là. Moi, je trouve le basketball en fauteuil roulant est plus intéressant que le basketball générique. C'est fou ce que les gars font. Donc, c'est quand même fascinant, là. Ça donne vraiment envie de regarder. Est-ce qu'il y a des... Mettons pour la nage, est-ce qu'il y a des niveaux d'handicap? Est-ce qu'il y a certains handicaps qui ne peuvent pas participer mais tu sais, dans le fond, c'est un système par sport. Je connais que celui de la natation parce que c'est compliqué. On a 14 catégories en natation. De 1 à 10, c'est physique, les handicaps physiques. 10 étant le plus minant, l'handicap le moins important. 1 étant très important. Moi, je suis 10, donc la dernière catégorie avant les Olympiques. 11 à 13, c'est visuel. 11 étant complètement aveugle. 13 étant 10% de la vision. Et 14, c'est intellectuel. Mais compétitif, contrairement aux Olympiques spéciaux. Et c'est sûr que, bon, c'est un système assez droit, qui a ses failles, mais il y a un protocole à suivre pour que tu fasses classifier. Et c'est comme partout, il y en a qui sont avantagés, il y en a qui sont désavantagés. Ouais. Il y a des choses qui sont prises en compte, il y en a que non. Il y a eu plusieurs réformes là, depuis 5 ans parce que bon, il y avait des problèmes, mais oui, c'est ça. Donc non, c'est vrai, ça c'est quelque chose que le monde ne savent pas. Je ne compétitionne pas contre des gens qui sont en chaise roulante, qui ont un handicap beaucoup plus sévère que le mien. Ça serait complètement injuste. Et il n'y aurait aucune fierté à battre quelqu'un qui a pas les mêmes aptitudes physiques que moi et vice-versa. Donc, je compétitionne que contre des gens qui ont un handicap similaire au mien ou la même perte d'efficacité. D'accord, je comprends. Est-ce que représenter un
pays aux Jeux paralympiques représente un poids pour toi? Comment est-ce que tu fais pour garder la tête froide? Est-ce qu'il y a comme un espèce de stress qui monte ou que tu dis non, c'est normal? Mais c'est une question à deux volets, j'ai l'impression, parce que j'ai tout le temps j'ai tout le temps connu ça. Donc, pour moi, c'est la norme, là. Mon style de vie, mon rythme de vie, ce que je fais, comme... Ce qui pour moi est normal et extraordinaire pour d'autres. Donc, c'est sûr que ça, il y a un certain côté que je banalise. Mais de l'autre bord, ça peut devenir tellement angoissant et stressant. Et pour moi et pour d'autres, surtout quand c'est le temps de performer, moi, il faut absolument que je dédramatise la situation. Dans le fond, j'utilise les mêmes trucs que quand j'avais 12 ans. Il faut que je me dise... à Tokyo, j'étais extrêmement stressée avant ma deuxième course parce que je voulais pas répéter ce qui s'était passé après la première et je voulais mourir pendant honnêtement, je me sentais vraiment pas bien. J'essayais de me convaincre que ça allait être accepté de sortir puis de pas la faire la course, mais il fallait que je me parle, je me dise, t'en as fait 2 millions des 100 mètres dans ta vie, c'est pas différent. Et même si tu fais pas bien, tu vas manger ce soir quand même, tu vas dormir quand même la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Tu sais, faut vraiment que relativiser. C'est un sport. Faut que relativiser. Tu sais, j'ai une amie qui angoisse énormément, qui arrête pas de répéter, c'est un jeu, ce n'est qu'un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu. Ça me fait rire. Mais elle a raison, c'est un sport, c'est un jeu. On sauve pas des vies. Donc, c'est vraiment important de... Puis aussi... toute la pression qu'on peut enlever de ses épaules, on l'enlève. Celle qui est complètement pas nécessaire, là. Tu sais, moi, je vais pas penser à mon hypothèque qui est due le lendemain. Tu sais, t'enlèves tout ce que tu peux. Puis on est tellement bien entouré aussi, on est chanceux. On peut confier ces stress-là à ces gens-là qui vont gérer ça pour toi. Tu sais, puis des niaiseries, des fois, là, j'ai oublié un casque de bain une fois parce qu'on est obligé d'entrer dans une pièce, dans une chambre d'appel 15 minutes avant la course. Si tu rentres pas là ou c'est en retard, t'es disqualifié. J'avais oublié mon casque de bain et j'ai texté une personne. Il y en a 8 qui sont partis chercher un casque de bain. T'sais, tout le monde est là pour t'aider. Ouais. Et donc, on est quand même choyé à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que la chambre dont tu parles, c'est comme une salle de décompression avant de partir? Moi, j'appelle ça c'est une chambre de torture mentale. C'est dégueulasse. C'est que c'est une pièce fermée, pas de fenêtre, avec des néons. C'est là où, premièrement, on check-in. La personne est là. On vérifie notre maillot est légal. Il y a aussi des questions de branding, qu'on a la quantité appropriée. Les lunettes sont légales, le casque est légal. Wow. Pas de tatou, pas rien, parce que quand t'as des tatous, tu te fais disqualifier. Ah oui? Oui. Ça doit être de plus en plus dur, ça, non? Ouais, ben, faut les marquer. Faut les camoufler. OK. Puis après ça, c'est ça. T'attends. Puis dans le fond, t'es dans une pièce fermée, il n'y a pas un chat qui parle. Ouais. T'es à une dizaine de minutes de la course de ta vie, puis t'es avec tes rivales, donc tout le monde se regarde dans les yeux. Il y en a qui essaient d'intimider les autres. Oh, wow! Okay. Tu te prépares physiquement, tu te fais les questions et les réponses dans ta tête. J'en parle, je suis stressée. C'est vraiment... à Rio, moi, j'ai dû vraiment prendre ma chaise et me virer de bord parce qu'il y a une fille qui me regardait dans les yeux. Elle me dévisageait, elle essayait de m'intimider. Puis ça me gossait tellement, j'ai viré ma chaise. Donc, moi, je déteste cette pièce. Donc, j'essaie de faire d'autres choses. J'écoute pas de musique. Je peux pas être avec moi dans ma tête. Je vais mourir. Donc, j'essaie de jaser avec les gars. Les gars sont un petit peu plus relax. OK. Puis c'est pas mes rivaux. Donc, je vais jaser avec les gars. Je vais danser. Je vais marcher. Je vais penser à ma mère. Peu importe, là. Tu sais, je vais vraiment essayer de pas penser à ce qui se passe. Pas être là-dedans. Est-ce que l'intimidation des autres athlètes, ça fait partie, tu penses, d'une stratégie? Enfin, oui, bien sûr que c'est une stratégie, mais est-ce que c'est quelque chose qui est discuté avec les coachs, là? Ben oui, mais moi, mon coach, cette année, il me disait, ceux qui sont les meilleurs pensent qu'ils sont les meilleurs. Fait que là, tu sais, il fallait avoir surtout les sprinteurs, mettons, c'est plus une question d'attitude. Genre, parce que c'est tellement court, c'est tellement intense, rapide, que ça se joue sur des détails. Et l'attitude en fait partie. Donc, oui, je dirais, il y en a qui vont discuter. Sinon, moi, j'ai jamais vraiment cru en ça. Tu sais, moi, au contraire, j'aime ça être le underdog à côté, que tu penses qui est pas prête.
qui finalement te clenche. Moi, j'aime mieux ça, là. Mais c'est propre à chacun comment tu gères la pression. Il y en a qui ont besoin d'être vus comme le plus fort. Il y en a qui... Tu sais, comme ça dépend de chacun. Mais tout le monde a tout le monde se donne un genre, là, sur la piscine. Veux pas, tu t'en vas battre des gens. Ouais. Tu t'en vas gagner. Alors, moi, c'est sûr que si tu me croises sur un bord de piscine ou dans la rue à Montréal, c'est 2 personnes différentes. Donc, oui, c'est ça. Donc là, j'ai la personne plus agréable. Ben, tu sais, je suis beaucoup plus souriante dans la vraie vie. Tu sais, sur un deck, je veux pas intimider les gens, mais quand même, j'ai une attitude un petit peu plus confiante que dans la vraie vie. La raison pour laquelle tu es aux Jeux paralympiques, c'est comme tu l'as dit, il te manque une main. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de ton handicap et comment tu as grandi avec cet handicap? Surtout qu'en plus, j'imagine que le fait d'avoir une sœur jumelle, on t'a sûrement posé cette question des millions de fois, mais avec un handicap, comment on grandit comme ça? Ben, c'est 2 expériences différentes. J'ai grandi très bien avec mon handicap pour peut-être les 10 premières années de ma vie, parce que je savais pas que c'est un handicap. Parce que t'es née comme ça. Je suis née comme ça, exact. Ma sœur, elle avait aucun handicap. Ma sœur était en amour avec ma main. Mes amis voulaient ma main parce qu'ils trouvaient ça plus beau qu'une vraie main. Puis je suis comme, ouais, OK. Mais, tu sais, ça m'empêchait de rien faire à part des niaiseries, là. Fait que, puis ça m'empêchait pas de me faire des amis. Tu sais, la vie continuait. Puis mes parents m'ont jamais traité différemment à cause de ça. Donc moi, j'étais complètement insouciante jusqu'à temps que je rentre au secondaire. Non! Là, ça a été une autre affaire, là, vraiment beaucoup. Parce que, veux pas, quand t'entres dans l'adolescence, déjà, t'es plus vulnérable. Ouais. Même quand tu fites dans le moule à 100%. Tu te poses des questions, tu te demandes où tu vas aller, qu'est-ce que tu veux, tu sais, tout le monde passe par là. Alors, moi, j'étais différente et je réalisais de plus en plus que j'ai personne d'autre dans mon école, dans ma vie, dans ma ville avait cette main-là. Et veux pas, j'ai commencé à me promener de même parce que ça me gênait. Et là, je me suis enfoncée dans un trou. Parce que là, on dirait que chaque remarque ou regard me persécutait beaucoup plus qu'avant. Donc là, j'ai développé beaucoup d'anxiété. Tu sais, je faisais des crises de panique. En plus, c'est là où la natation est entrée dans ma vie. Ça n'a pas été simple. Quand j'ai changé d'école pour me concentrer là-dessus, j'avais 13 ans, 14 ans. J'ai changé d'école. Là, je suis arrivée dans une gang qui me connaissait pas. Je me suis fait intimider pendant 1 an. Et j'étais aussi dans un esprit où je blâmais tout sur ma main. La raison pour laquelle les gens ne m'aimaient pas, c'était ma main. Mais dans le fond, c'est la raison pour laquelle moi, je m'aimais pas, c'était ma main. Et donc, tu sais, je veux pas, ce que j'ai appris le plus là-dedans, c'est que quand t'es pas à l'aise, les autres sont pas à l'aise. Ouais. Puis c'était une roue sans fin. Et là, j'avais plus de confiance. Je voulais arrêter la natation. J'avais aucune estime de moi-même. Je pleurais tous les soirs. Je faisais des crises de panique. Tu sais, ça allait vraiment pas bien. Et veux pas, la vie continue. La natation m'a beaucoup aidé, beaucoup servi là-dedans. Ça m'a fait, premièrement, m'accepter dans un groupe, m'accepter moi-même, réaliser que j'étais pas toute seule, vraiment pas. Tu sais, puis ça m'a donné aussi une quête. Tu sais, là, j'étais plus nécessairement la fille, pas bizarre, mais la fille différente. Qui dit rien, qui se laisse marcher dessus, versus, là, j'étais une athlète, ou en tout cas une athlète en devenir. J'avais un but. Les gens me considéraient comme la nageuse. Ça m'a vraiment aidé au niveau mental. Puis, jusqu'à temps que j'avais 17-18 ans, je me suis fait faire une prothèse pour la première fois de ma vie. Et je capotais parce que j'étais comme, mon Dieu, j'ai 2 mains, je vais falloir la prendre pour aller à l'école, pour sortir dans les bars. Les gens vont pas juste comme me fixer là-dessus. Et la première réaction de mes amis, ça a été arc. Et ça, là, je me rappelle encore, j'étais où? Et ça m'a tellement marqué parce que dans ma tête, c'est ça qui allait régler tous mes problèmes, tu sais. C'est la raison pour laquelle, peu importe, j'avais des problèmes avec les autres alors que ça avait aucun rapport finalement. Et c'est là que j'ai réalisé seulement. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, et c'est un de mes amis qui m'a dit, ta main, c'est toi. Ça fait partie de toi. Ça l'a contribué à construire qui tu es. Puis j'étais comme, j'en revenais pas parce que j'ai jamais envisagé ça de ma vie. Et là, soudainement, c'est là le processus dans ma tête a commencé à
ça va jamais changer. Tu sais, je veux dire, quand même j'essaie des affaires, ça va toujours être ça. Alors, vaut mieux l'accepter. Puis voir qu'est-ce qu'on peut faire après avec. Tu sais, comment on peut virer ça en situation beaucoup plus positive. Ouais. Et je dis pas que ça a pris 2 semaines, là. Tu sais, même encore aujourd'hui, des fois, là, il y a certains trucs qui me dérangent énormément, mais tu sais, ça doit faire 4 ans que j'ai plus mis ma main, ma prothèse, là. Tu sais, je l'ai. Tu sais, c'est ça le deal, puis that's it, là, tu sais. Fait qu'une fois que tu l'acceptes, c'est plus facile aussi pour les autres de l'accepter. Et veux pas toi, ça te. Tu sais, encore une fois, un servicieux qui a de bien-être, là, de s'accepter comme t'es. Hein. Absolument. Je pense que dans cette situation qui a sûrement été très difficile, et t'en parles très bien, il y a un élément qui est quand même très positif là-dedans, c'est que ça t'a permis d'avoir énormément de maturité très jeune, je pense. Ah, ouais. Et on te l'a sûrement dit à de nombreuses reprises. On m'a dit d'écrire un livre, là. Mais... je suis d'accord, je seconde ça. Non, mais c'est vrai. J'ai passé par tellement d'émotions en peut-être 10 ans. Ouais. Tellement de montagneuses que la majorité des gens vont vivre sur 50 ans. Ouais. Que, veux pas, j'ai été quand même capable de voir d'où je suis partie, d'où je suis rendue, qu'est-ce qui a changé ça, qu'est-ce qui a pas changé ça. Ouais. Et ouais, je veux dire, si je pense à 2011, j'ai été une autre personne complètement. Là. C'est sûr. Donc, ouais. C'est sûr. En 2021, Simone Biles, qui est une gymnaste américaine, quadruple championne olympique, a décidé de se retirer de la compétition pour prendre soin de sa santé mentale. La santé mentale et cette annonce ont fait énormément de vagues dans le domaine des Jeux. Pourquoi est-ce que le sujet de la santé mentale dans le milieu sportif reste tabou aujourd'hui? Mais j'irai encore plus loin avec ça. Pourquoi est-ce que juste le fait que les athlètes prennent soin d'eux de façon générale, pourquoi est-ce que c'est une question qui est taboue aujourd'hui? Parce que c'est encore vu comme la faiblesse. Je veux pas, si on va chercher un contexte plus socio-historique, là, le sport de compétition de haut niveau, c'est quelque chose qui est typiquement, je veux pas dire masculin, mais quand même, là, les qualités qui sont admirées, c'est wow, être puissant, être fort, c'est des surhumains, c'est des gens qui sont meilleurs que tout le monde, plus forts que tout le monde, et c'est ça qui est valorisé. Ouais. Alors quand on dit, je me sens insécure là-dedans, il y a personne qui te regarde avec admiration, en tout cas. Aujourd'hui, beaucoup plus, là, mais même en 10 ans, j'ai vu une différence, tu sais. Alors, je peux pas imaginer sur 50. Mais, et c'est extrêmement tabou. Même, j'ai des amis au quotidien, là, qui me parlent. Ma meilleure amie ici, qui était comme, j'ai tellement mal à l'épaule, mais je veux pas le dire parce que je veux pas être vue comme celle qui veut des congés. Puis comme, c'est sûr que tu niaises. Pourquoi on pense comme ça? Alors que, surtout en vieillissant, le repos, en anglais, dans l'équipe nationale, on dit R&R, Rest and Recovery. C'est une partie prenante de la préparation. Ton corps, ce qu'on demande à notre corps, c'est surhumain, c'est à la limite pas sain. On a besoin d'être aussi intense de l'autre côté dans le repos pour essayer d'avoir un équilibre là-dedans. Donc oui, c'est encore vu comme... on l'admire moins, lui, quand on essaie de parler de ces choses-là, de ça va pas, de je me sens moins bien là, j'ai besoin de temps. Puis c'est une culture qui doit être changée. C'est aussi un clash générationnel. Oui. Dans les années 80, on s'entraînait pas comme aujourd'hui. On misait beaucoup sur la quantité au lieu de la qualité. Aujourd'hui, ça change beaucoup, beaucoup. On essaie de réinventer les techniques. Les entraîneurs qui viennent de cette cuvée-là ne comprennent pas pourquoi on trouve qu'on chiale. Les jeunes aujourd'hui trouvent que c'est de l'abus. Tu sais, donc il y a beaucoup de conflits là-dedans. Mais c'est quand même une culture qui est à redéfinir, qui est à changer, parce que quand tu te casses la jambe, qu'est-ce que tu fais? Tu vas la soigner, mais les blessures mentales, c'est la même chose. Et je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais ton corps suit ta tête. Ton corps fera rien si ta tête le fait pas en premier, fait pas le premier pas. Oui. Alors, c'est tellement important d'avoir la bonne tête. La preuve, Simone Biles, qui allait sûrement tout gagner, a pas été capable de performer. Tu sais, imaginez à quel point c'est fort. Alors, c'est vraiment tellement important d'en prendre soin, justement pour s'assurer aussi que le corps
suivre là-dedans, dans ce bien-être-là. Absolument. J'aime bien le concept de clash intergénérationnel, parce que pendant que t'en parlais, je repensais aux images que j'avais vues justement quand elle avait fait son discours, son annonce. Et j'ai des images de journalistes américains sur comme Fox News, ou, qui sont un peu des baby boomers, qui sont plus âgés forcément. Puis tu sais, qui vraiment lui crachaient dessus et qui disaient des choses horribles. Et comme tu dis, notre génération à nous, qui est plus jeune et plus adaptée à ces choses-là, j'étais comme, mais c'est normal, si elle a besoin de prendre du temps, pourquoi elle ne prendrait pas du temps? Et je me demande si ce clash générationnel aussi, il est peut-être causé par les réseaux sociaux. Est-ce que les athlètes parlent plus de leur vie ou de leurs émotions sur les réseaux sociaux? J'imagine que certains oui, certains non. Oui, j'imagine qu'il y a une plus grande plateforme pour s'exprimer. Ouais. Je pense que c'est pas juste les jeunes, là, c'est tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'on commence à réaliser qu'il y a des choses qui sont pas nécessairement normales ou qui devraient pas... Tu sais, moi, le nombre de choses que, il y a 10-12 ans, quand je suis entrée, je pensais que c'était la norme, mais j'ai vécu avec. Puis aujourd'hui, je vois des gens qui dénoncent ça, puis au début, je suis comme, non. Puis là, plus je vois, je suis comme, mais oui, finalement, tu sais, c'est des... Je pense que c'est juste un concept qui était tellement pas discuté qu'il existait, mais je pense qu'on vivait ça chez nous. Ouais. On avait... Je sais pas, je peux pas l'expliquer pourquoi aujourd'hui, c'est comme... On est moins gênés. Mais c'est aussi beaucoup moins bien compris dans le temps. Il y avait peut-être moins de ressources. Ouais. Il y avait... Aujourd'hui, je pense qu'on réalise à quel point c'est important. Puis je pense que la façon, justement, que ça devienne encore plus banal, parce qu'à la limite, on devrait même pas avoir à se justifier. Oui. À la limite, ça devrait être juste comme, ben voici ce qui se passe, c'est that's it, là. Ouais. C'est ça que je vais faire pour me rétablir. C'est d'en parler. C'est des gens comme Carey Price, comme Simone Biles, comme Jonathan Drouin, comme tous les grands là, qui sont admirés. Être fort, ça veut pas dire ne pas avoir de failles. Là. Au contraire, ça veut dire de les voir, de les apercevoir et de les reconnaître et d'arrêter avant que ça tombe dans le gouffre. Oui. T'sais? Et d'être capable de travailler là-dessus pour être capable de rester au même niveau, peu importe ce que tu fais. C'est ça, la force. Là. Ça, c'est une énorme force de caractère. Ça prend beaucoup de maturité. Oui. Pour voir un mur puis de s'arrêter avant au lieu de rentrer dedans par peur de ce que les autres pensent, que peu importe, tu sais, et au final, c'est eux les gagnants, là, tu sais. Oui, c'est sûr. Et donc, les gens, encore une fois, une différence de mentalité, faut encore plus s'écouter, encore plus en parler pour vraiment rendre ça normal, tu sais, parce que ça l'est. Oui, puis je pense qu'il y a, tu sais, cette question de démystifier tout ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, les athlètes paralympiques et olympiques, c'est un peu comme des surhommes. Et la personne lambda, le supporter lambda qui regarde ça avec des yeux « Waouh, c'est des surhommes », etc. Justement, que des surhommes disent « Ben, je vais pas bien aujourd'hui », ça démystifie tellement le truc. Et je pense qu'il y a juste certaines personnes qui savent que c'est important, mais ils veulent juste pas le voir, en fait. Ils disent « Bah non, parce que si eux, ils vont pas bien, qu'est-ce que ça veut dire sur moi si moi, je vais pas bien ?» Tu sais, genre, il faut que je croie en quelque chose. Oui, c'est ça. Mais au contraire, je trouve que ça rend ces gens-là encore plus humains, encore plus accessibles. Absolument. Et on peut s'identifier encore mieux. Tu sais, moi, quand je me sentais pas bien dans ma peau à 12 ans, en fait, je voyais pas... Moi, ma plus grande question, c'est très dark, mais c'est pourquoi je suis sur cette terre pour être handicapée? Tu sais, c'est quoi le but? Tu sais, si je peux rien faire, parce que à cette époque-là, c'était le discours, là, les personnes handicapées peuvent pas faire grand-chose. Ouais. Et j'ai juste vu à la télé, j'ai vu une personne, un athlète paralympique, qui avait même pas mon handicap, mais il était athlète paralympique, il avait quelque chose de différent physiquement avec lui. Très léger, très mineur. Il gagnait une médaille d'or, il était dans les médias, il vivait sa vie, il avait des amis, pas de problème. Juste ça, il m'a même pas parlé, il m'a même pas rien dit. ça m'a rassuré sur mon existence. Ouais. Alors c'est tellement... quand c'est des plus gros problèmes, des plus gros conflits avec soi-même, quand on veut pas, quand on est capable de voir que quelqu'un d'autre vit ça, ça fait du bien, même si tu veux te convaincre que non. Là. Ça fait du bien de voir que t'es pas tout seul là-dedans. Ton problème, t'es pas tout seul. Ce que t'aimes pas le matin, ton habitude, tout le monde passe à travers la même affaire. C'est tellement important d'en parler, d'ouvrir la discussion, justement pour avoir une société qui est beaucoup plus saine, là, des personnes qui sont plus heureux, qui sont mieux avec eux dans leurs différences, ou peu importe. Oui, on est tous humains. Exact.
exact. On a tous besoin de R&R. Ouais, vraiment. On va parler de quelque chose d'un peu plus léger, mais est-ce que tu pourrais me parler de ton rapport à l'eau? Parce que je sais que c'est ton élément de métier, mettons. Comment... Je me dis que si tu dois nager tout le temps et que c'est ce qui te fait ta vie entière, est-ce que t'aimes nager juste pour le fun ou aujourd'hui, je peux plus nager pour le plaisir. C'est impossible. Par contre, l'eau, c'est la première place où je me suis bien sentie. Parce que c'est pas nécessairement quand j'étais bébé ou enfant, mais mettons vers 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'était la seule place où j'étais pas handicapée. J'étais aussi vite que les autres, plus vite que les autres même. Il y a personne qui ajustait l'entraînement pour moi. Tu sais, mettons, dans les cours de musique, il fallait tout enlever, jouer de la flûte, pour que moi, je sois capable. Tu sais, ça me gossait. J'ai toujours eu beaucoup d'orgueil. Et mon but à l'adolescence, c'était de me mêler aux foules. C'était d'être comme tout le monde. Je voulais pas ressortir de façon négative ou positive. Je voulais juste avoir des amis, vivre ma vie normalement, comme ma sœur. C'était mon plus grand rêve, là. Mais ça n'a jamais marché, là. Et j'en suis très heureuse aujourd'hui de ne pas avoir été comme tout le monde, mais c'est ça, l'eau, ça a été, c'est ça, la première place où je me suis bien sentie. Et depuis, aujourd'hui, c'est la place où je suis plus à l'aise, là. Tu peux pas me surprendre dans l'eau, là. Je peux nager, mettons que je mets pas d'effort, je peux nager pendant 14 jours en ligne, sans arrêt. C'est pas un effort pour moi, c'est naturel. Puis je pense que j'ai toujours eu ça aussi. Tu sais, j'ai jamais... Il y en a qui se battent avec l'eau quand ils nagent, qui sont pas à l'aise. Ça, c'est moi. Ouais. C'est comme l'ennemi numéro 1, là. Tu nages jamais si tu te bats avec l'eau, là. Quand tu comprends que l'eau, faut que ce soit ton allié parce que l'eau est plus fort que toi. Ça va très spirituel, mais l'eau va gagner sur toi. L'eau est plus fort que toi. Quand tu comprends qu'il faut que tu l'utilises à ton avantage, que ce soit ton allié, j'allais dire ta vie change, mais ta vie de nageuse change. Mais moi, j'ai toujours eu ça un peu inné, donc j'ai toujours été bonne dans l'eau aussi, donc aujourd'hui, c'est comme... C'est ça, c'est la place où je me sens bien, tu sais, à 100%. Ouais. C'est comme... Tu sais, moi, mettons, quand je me glisse dans mon lit, c'est l'endroit où je me sens. Mais j'adore être dans mon lit. Mais quand on parle d'accomplissement, là, où, tu sais, c'est là où je me sens confiante, à l'aise, tu sais, je suis plus moi-même. Ouais. Vraiment, vraiment. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments, quand tu regardes dans le passé, il y a des moments dans ta vie où tu considères que tu as eu des échecs, mais des échecs en tant qu'athlète, mais qu'aujourd'hui, avec un peu de recul et avec de la maturité, peut-être, tu te rends compte que c'était peut-être pas des échecs, ou en tout cas que ça t'a amené quelque part? Ben, tous les objectifs que je me suis fixés et que j'ai pas réussi, pour moi, c'est un échec. Parce que c'est ma job. Tu sais, c'est pas juste ben j'aimerais ça dans 10 ans être capable de faire. Moi, c'est comme, mais je m'entraîne pour ça, puis toute ma vie en dépend. Oui. Alors, c'est très intense. Tu sais, Tokyo, mettons, là, la première médaille, j'ai pas vraiment le temps de raconter, mais j'ai perdu ma médaille. Et ça m'était jamais vraiment arrivé de pas performer quand c'est le temps. Ou quand, il y a quelque chose au bout, là. Ouais. Et j'avais vraiment confiance que j'allais réussir et je n'ai pas réussi. Ça, là, ça l'a tout pris la place. Ça l'a affecté toute ma semaine. Et même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à penser à Tokyo en disant quelle belle réussite. Ouais. Mais on m'a fait remarquer plus qu'une fois et je suis capable de le dire que je suis très dure envers moi-même. J'ai tout le temps... tu sais, je suis tout le temps comme 0 ou 100, là. Ça me dérange, mais j'ai pas le choix. C'est comme, ça fait partie de moi. Et donc, si je gagne une médaille d'or, puis que je pense que j'ai pas mérité, je vais être déçue. Si je gagne pas la médaille d'or, je vais être déçue. Tu sais, comme, pour moi, il va tout avoir une façon, à la limite, là. Si j'ai pas vraiment complété ce que je voulais à 100%, pour moi, c'est un échec. Sauf que, oui, par exemple, c'est ça, moi, qui me motive encore plus. Tu sais, en revenant de Tokyo, moi, c'est pas le 400 mètres où je gagne l'or que je veux travailler, c'est le 50 mètres que je suis motivée au contraire, prouver aux autres que c'est pas vrai, que c'est ça que je vaux.
Et ça a toujours été comme ça. Moi, c'est comme impossible. Ma philosophie, c'est que impossible que je m'entraîne pour ralentir. Donc, quand ça arrive, moi, ça me frappe peut-être plus que les autres. C'est comme, je m'entraîne... Moi, comment je l'ai vu, c'est que je me suis entraînée 4 ans pour ralentir. Ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce que je fais pour plus que ça arrive? Et veux pas, la natation amène ça parce que t'es tout le temps en introspection. Tout le temps, à tous les jours. C'est quand... Et c'est très difficile mentalement. Je suis pas sûre que le monde réalise, mais mettons que tu fais un gâteau, il y a la perfection. Tu veux pas y toucher, puis tu veux pas le refaire parce que mon Dieu, qu'il est parfait. Mais il faut que tu le refasses dans 4 heures, puis refais-le. Puis là, plus tu le fais, tu penses que t'es plus à l'aise. Non, t'as plus encore peur de pas le réussir, d'oublier un ingrédient. Tu sais, ça met encore plus de pression à chaque fois que tu le fais parce que tu t'attends aussi à ce que ça soit meilleur et t'as peur que ça soit pas. Mais c'est la même chose. Puis moi, j'ai un coach qui est pas très impressionné de moi, là, tu sais, je veux dire. Alors, il va me le dire très, très blunt, là, je sais pas comment dire, là, très directement. Que c'est de la merde, que j'exagère, que j'ai un caractère de cul. Peu importe, là. Tu sais, comme, tout ce qui marche pas, non, ça, c'était pas bon. Alors, j'ai un miroir constamment. Tu marches dans le rue avec un miroir, là, c'est un peu ça. Alors, j'ai pas le choix. Je peux bien blâmer tout ce que je veux. J'ai pas le choix de m'asseoir, de faire, bon, mais voici le résultat. Peu importe ce qui s'est passé avant, c'est ça le résultat. Qu'est-ce que je fais pour pas que ça se reproduise? Donc, ça m'a beaucoup appris aussi. Et ça peut être un peu malsain, mais c'est aussi très bon de faire la rétrospection dans la vie, là, pour n'importe quoi. Peut-être pas aussi souvent que nous, mais en général, ça aussi, ça me permet de vivre mes émotions. Ça n'a pas marché. OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je me donne du temps pour vivre ça, là, d'être fâchée, de blâmer la terre entière. C'est normal, mais à un moment donné, c'est moi qui nageais. Fait qu'est-ce que je peux faire pour changer ça, tu sais? Au moins, tu blâmes pas ta main, comme avant. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui t'attend dans ton futur? Question très vaste, sûrement que tu as dû entendre aussi des centaines de fois. Est-ce que tu as des projets? Est-ce que la nage reste dans ton futur? Futur approché, oui. Je viens de j'ai recommencé à m'entraîner fin novembre. Là, le lockdown, j'ai eu la COVID, donc ça fait longtemps. Je me suis pas entraînée depuis la 20 décembre à peu près. D'accord. Mais c'est ça. Fait que je recommence à me remettre en forme, à réapprivoiser tout ça. Ça a été très difficile l'année de pandémie, donc j'ai vraiment lentement. Je veux pas penser trop loin. Je pense pas à Paris encore. Idéalement, je me rendrais, mais je suis pas capable de me le dire. J'ai tellement de misère à me dire je m'en vais à Paris. Pour moi, c'est dans 15 ans. Là. Donc, c'est ça. J'essaie vraiment d'y aller une étape à la fois. Sinon, j'étudie en droit, donc ça prend pas mal toute la place. Je recommence ce lundi. Donc, c'est pas mal ça là, dans un futur de quelques années. Puis après ça, si je me rends à Paris, c'est sûrement à 100% la fin. Là. Donc, j'essaie... Mon défi pour les 3 prochaines années, c'est de laisser les portes ouvertes un peu partout. D'aller voir ailleurs. Toute ma vie, ma vie a tourné autour de la natation. Et là, j'aimerais ça que la natation tourne autour de moi. Et tu sais, puis essayer d'aller voir ailleurs qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime. Parce que j'ai jamais eu à me soucier de ça. J'ai toujours su de quoi mes journées allaient avoir l'air. Et là, du jour au lendemain, de me lever puis de me dire, qu'est-ce que je fais? Ça me fait paniquer. Donc... J'essaie d'explorer un petit peu toutes les champs d'intérêt ou pas. Là. Mais il y a quand même une force d'être allé voir quand même ailleurs avec le droit, par exemple, qui n'a absolument rien à voir. Ça avait rien à voir. Puis, je m'aille des fois. Tu sais, moi, je me disais, faut que je retourne à l'école, mais tu sais, je veux pas me stresser. Tu sais, c'est mon choix, là. Tu sais, j'ai toute la liste de ce qui est possible. Et je vais me dire, je vais me prendre quelque chose juste pour m'occuper. La vie est belle, comme ça, je suis pas stressée. J'ai été en droit. Parce que je me disais, non, mais tant qu'à retourner à l'école, tu vas faire un bac. OK, mais quel bac que je veux? Est-ce que je veux dire à ma mère est-ce que je vais faire quelque chose que j'aime pas? Non. Mais le droit, ça m'a toujours intéressé, honnêtement. Ça me fascine. J'ai écouté Suits, genre, puis je capotais. Puis depuis que je suis en droit, j'adore ce que j'apprends. C'est fou, tout ce qu'on sait pas de ça. C'est tellement utile aussi comme background, mais c'est ça. Puis là, j'étais comme, mais tant qu'à retourner à l'école, tant qu'à faire un bac, je vais me donner un défi, je vais aller en droit, là. Mais là, aujourd'hui, ça prend toute ma vie, tu sais. Mais en même temps, je peux pas
Je pense que je peux pas faire autrement. Tu sais, bizarrement, tu sais, le bac en droit prend toute la place dans la majorité des étudiants dans leur vie, je veux dire. Ouais. Moi, ça me sert à m'enlever de la pression. Parce que ma tête, puis surtout dans la dernière année, avant les Jeux, j'ai pris des cours jusqu'à la dernière minute possible. Là. J'ai pris des cours d'été, justement, parce que ça me permettait de me concentrer à 100% dans un domaine que j'aime peut-être pas autant encore, mais j'aime beaucoup, énormément, que j'ai beaucoup d'intérêt. Ouais. Et donc, ma tête n'était plus dans la piscine. Ça me permettait de me retirer de tout ce qui se passait, de toutes les incertitudes, de tout le stress, toute la pression, pour faire quelque chose que j'aimais autant et que je voulais réussir. Ça m'était jamais arrivé avant. J'ai jamais considéré l'école comme une priorité. J'ai jamais négligé nécessairement. J'ai toujours travaillé pour l'école, mais il y avait rien que je capotais au cégep, là. Contrairement à ma soeur jumelle, qui, elle, c'est la seule personne au monde que je connais qui a choisi sa carrière par rapport à la journée carrière au secondaire. Là. C'est vrai? Ouais. Qui a vu un stand, qui a trippé, puis qui s'est allé là-dedans, puis c'est ça qu'elle fait encore aujourd'hui. OK. Moi, ça m'est pas arrivé, cette connexion-là, là, avec un métier. Donc ça, j'aime ça. C'est arrivé à un bon moment aussi, mais c'est ça. Donc, moi, j'adore être capable de diviser ma pression un peu en deux au lieu de faire x2. Ouais. J'essaie de le voir de même. Là. Ouais. J'adore cette histoire. On a un peu parlé de R&R tout à l'heure. Comme tu le sais, le Bota Bota, c'est un lieu de R&R. Beaucoup de relaxation et de bien-être. J'aimerais terminer juste en te posant une question, à savoir, pour toi, le bien-être, qu'est-ce que ça signifie? Ah, c'est d'être premièrement satisfait avec ce que t'as ou ce que t'as fait. Être ça, là, c'est comme la base. Puis après ça, bon, il y a plein d'affaires, je pense, que tu peux faire pour être en paix avec toi-même. Mais c'est pas nécessairement de chercher plus que ce que t'as. C'est de vraiment être bien avec qui tu es, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que la vie t'a donné, tu sais, d'aller chercher vraiment dans les détails aussi. La pandémie m'a appris beaucoup de choses, honnêtement, que je suis en train de réaliser, mais être contente ou me satisfaire des détails, là, genre prendre une douche d'eau chaude, pour moi, c'était, pendant la pandémie, c'était comme mon moment, là. Alors que c'est tellement banal et on s'en fout, pris pour acquis. Mais pour moi, c'est tellement tough mes journées que quand j'arrivais dans la douche, j'étais comme, tu sais. Puis c'est resté, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a certains trucs, j'espère en tout cas qu'ils vont rester de ça, mais c'est vraiment ça. C'est de s'écouter beaucoup aussi. Veux pas, tu sais, c'est toi qui vis ta vie, c'est toi qui es dans ton corps. Ouais. Fait que faut que tu trouves une façon d'être en paix avec toi-même. Et je dis ça, c'est pas ça que je suis, là, honnêtement. Je suis tout le temps en train. Mais c'est quand même un but que j'ai. Puis je pense que les gens qui le sont, je pense que c'est eux qui gagnent, là. Fait que... Donc le bien-être, c'est l'apaisement. Oui, vraiment. Bon, on va t'en souhaiter énormément pour cette nouvelle année. Merci. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'est un plaisir. Et puis, bon courage et bonne chance. On sera derrière toi pour tous tes projets. Ouais, merci. Merci.